Bienvenue sur Exprime, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui n'avaient pas prévu de devenir conférenciers, mais qui le font aujourd'hui avec brio. Je m'appelle Marlène Leguet et je suis moi-même devenue conférencière un peu malgré moi. Aujourd'hui, avec plus de 100 conférences à mon actif, j'ai choisi de transmettre à celles et ceux qui veulent se lancer toutes les clés que j'aurais aimé avoir avant de débuter. Dans le podcast Exprime, nous parlerons de conférences, évidemment, mais nous parlerons aussi de ce qui nous pousse à oser nous lancer, ce qui nous pousse à avoir envie de créer cette première conférence. On parlera aussi concrètement de comment est-ce qu'on peut faire pour créer une conférence qui a vraiment de l'impact et comment faire pour pouvoir vivre de cette activité de conférencier professionnel. Bon visionnage et bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans cet épisode Jeanne Maréchal et Eva Lacheret. Elles sont toutes deux athlètes. Elles sont toutes deux en équipe de France d'escrime, double championne d'Europe, et elles préparent aujourd'hui leur qualification pour les Jeux Olympiques de Los Angeles. Jade et Eva sont donc athlètes, mais elles sont aussi conférencières, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, de cette seconde vie de conférencière. Eva, Jade, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, avec plaisir. Bonjour Marlène, merci beaucoup de nous accueillir aussi. On est très contente, entre deux entraînements, de venir ici. Merci d'avoir libéré du temps pour venir nous partager tous vos conseils. Parce que vous avez donc plusieurs spécificités. Déjà, vous êtes passée d'athlète à conférencière. Enfin, vous faites les deux, même aujourd'hui. Et en plus de ça, vous avez une signature, c'est que vous avez une conférence en duo. Ça, on en voit peu, donc on va aussi en parler pour que vous puissiez partager le maximum de conseils à celles et ceux qui aimeraient se lancer dans cette aventure. Donc vous avez commencé l'escrime très jeune, et grâce à votre talent, grâce à votre travail, grâce à votre détermination, vous êtes devenus aujourd'hui des athlètes reconnus dans votre sport. Moi, évidemment, je me pose une question, c'est comment est-ce qu'on passe d'athlète à un beau jour conférencière? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Comment est-ce que vous avez eu cette envie-là? Alors pour ma part, j'ai commencé il y a bien longtemps. J'avais 17 ans pour ma première conférence. Ok. Parce qu'en fait, j'avais un vrai besoin de recherche de partenaires pour financer mes saisons sportives. Parce que mes parents pouvaient plus me payer toutes mes saisons et je commençais à partir à l'international. Et je me suis dit que je me sentais un peu illégitime de recevoir une somme d'argent en échange d'un simple logo sur ma tenue d'escrime. Donc j'ai commencé à intervenir en entreprise juste pour expliquer ce que c'était que la vie d'athlète. Et là, j'ai découvert une vraie passion parce que je voyais que mon quotidien illuminait le regard des personnes qui m'écoutaient, qu'on avait un parcours, enfin en fait qu'on avait un quotidien atypique et je me rendais pas forcément compte. Et donc en fait le simple fait de venir en entreprise et de parler de ce que je faisais, en fait ça me faisait une petite thérapie et je sortais de là boostée, énergisée et avec l'envie de retourner sur la piste avec plaisir. Et donc j'ai commencé comme ça, puis après vers 19 ans j'ai créé une entreprise et j'ai fait mes premières conférences vraiment à titre professionnel c'est aujourd'hui c'est ma passion parallèle avec l'escrime. Et toi, Eva? Alors moi, complètement différent, c'est venu beaucoup plus tard et c'est venu grâce à Jade également parce qu'en fait, moi, quand elle m'a parlé de conférence, moi, j'ai mis du temps à être OK avec le fait que oui, j'avais des choses intéressantes à dire, que je pouvais intéresser un public. Je me sentais tellement illégitime de faire ça. Et en fait, c'est venu petit à petit, plus avec des tables rondes au départ. Et en fait, les gens, j'avais de super retours en fin de table ronde. Ils venaient me parler, me dire que ça les avait beaucoup inspirés, etc. Et je me suis dit, finalement, peut-être que j'ai quelque chose d'intéressant à transmettre bien avant d'avoir besoin d'être championne olympique ou d'avoir de très, très belles médailles. Et en fait, je l'ai découvert après avec Jade sur de la conférence à deux. Et maintenant, du coup, je suis plus à l'aise de le faire toute seule parce qu'on sait construire des conférences à deux. Je sais un petit peu ce que les gens attendent et à force d'en faire, on est plus à l'aise aussi. Il faut aussi parfois passer par une case un petit peu difficile au début pour être meilleur après. Mais c'est comme ça que j'ai découvert et honnêtement, aujourd'hui, j'aime beaucoup. Ça me stressait un peu au départ parce que toujours, j'avais peur de pas être assez intéressante. Et finalement, les gens ressortent toujours très inspirés, très contents. Donc, ça me fait plaisir de transmettre ces belles valeurs du sport et ces petites expériences qui parfois sont un petit peu backstage de nos vies qu'on voit pas toujours. Donc, ça me fait très plaisir de faire de la conférence aujourd'hui. En tout cas, c'est hyper intéressant, je trouve, parce que du coup, vous avez un rapport à la prise de parole et à la conférence qui est différent. Donc, on va en parler là tout au long de cet épisode. Et je voulais revenir sur ce que tu évoquais, Jade. Tu disais que toi, finalement, ce qui t'avait aussi incité à te lancer, c'était le fait de pouvoir financer ton sport. J'avais vu un post de toi, Eva, qui disait qu'une saison, ça coûtait 40 000 € par athlète. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que j'ai bien compris?
Ouais, c'est ça, en fait, c'est la saison d'escrime. Alors après, selon les sports, c'est différent. Mais en fait, déjà, notre matériel, notre tenue, c'est très cher. C'est plus de 2 000 € si on prend la totale. Après, derrière les déplacements, on va très loin. Les Coupes du Monde, on part partout dans le monde. On part en Chine, on part en Colombie, au Canada. On part vraiment partout. Donc, ben, les frais de déplacement, c'est très cher. Derrière, il faut aussi pouvoir payer. Alors, c'est vrai qu'à l'INSEP, on est bien lotis, mais il faut pouvoir payer du kiné, de la préparation mentale si tu veux quelqu'un à l'extérieur, ton maître d'armes si tu veux des leçons, des cours particuliers supplémentaires et en fait tout ça cumulé, c'est toujours des grosses sommes et on arrive à ce genre de chiffres, oui. Et du coup, donc très vite, je suppose que tu t'es dit: «Bon, il va falloir que je fasse un certain nombre de conférences pour pouvoir, financer ce sport». Est-ce que tu t'étais mis un objectif dès le départ en te disant: «Bah, par exemple, pour pouvoir financer mon année, il va me falloir faire, 4, 5, 10 conférences, durant l'année»? Alors mon activité de conférencière, et notre activité parce qu'en fait, on a développé une conférence à 2 dans le cadre de notre entreprise qu'on a créée, qui vise à former des collaborateurs avec des outils et des astuces de champions. Et en fait, cette conférence signature à 2 s'inscrit dans ce parcours de formation. Donc en fait, on quand on est athlète, de toute façon, on est tous multicasquettes. On a tous, plusieurs compétences et plusieurs activités professionnelles à côté de notre carrière parce qu'on est dans un métier qui est extrêmement précaire, un métier qui peut s'arrêter du jour au lendemain. Je sais ce que je dis parce que je viens de faire 1 an de blessure, tout peut s'arrêter d'une minute à l'autre et donc on va faire des conférences, on va, trouver, des partenaires, chercher des sponsors. Il y en a qui ont un contrat spécifique avec des entreprises à mi-temps, tiers-temps. On a vraiment plusieurs casquettes et plusieurs cordes à notre arc. Donc j'ai jamais vu, la conférence comme l'élément majeur qui allait financer ma saison et heureusement parce que je pense que sinon on l'aurait fait avec beaucoup moins de passion et beaucoup moins de plaisir. Donc aujourd'hui, je le vois comme une de mes, sources de revenus, mais sincèrement, c'est plus, une activité aussi enfin la conférence, moi je l'ai toujours vue comme une opportunité de rencontre aussi parce que, bah, je trouve que il y a un effet boule de neige qui est incroyable dans les conférences. On le voit, on fait une prise de parole sur scène. Il y a une personne, peut-être tout au fond de la salle, qui est directeur d'une autre société et il y a un message qui lui a parlé. Ah bah tiens, il vient nous voir à la fin de la séance. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit mail, ça m'intéresse parce que j'ai des collaborateurs qui sont intéressés. En fait, c'est ça la conférence, c'est que si tu as marqué une personne dans ta prise de parole, tu as réussi et c'est ça qui nous anime. Moi, je crois comme vous, du coup, j'ai eu aussi la chance que ça fonctionne comme ça par effet boule de neige avec à chaque fois que tu fais une conférence, quelqu'un, qui est séduit, impacté par ton discours et qui a envie que tu continues. Mais ce que j'observe aussi, que c'est il y a beaucoup de conférenciers qui n'arrivent pas à faire ça et moi, ma conviction, c'est que ça fonctionne quand ta conférence, elle est bien structurée, donc on en parlera aussi tout à l'heure, parce que je suis très, curieuse de savoir comment est-ce que vous avez structuré votre conférence? Comment est-ce que vous l'avez travaillée pour vous permettre, d'arriver à ce résultat qui est celui dont rêvent, je crois, tous les conférenciers. Et j'aimerais revenir sur cette toute première conférence que vous avez faite à 2. Comment est-ce que vous l'avez vécue? Déjà en termes de ressenti? Alors, je pense qu'on l'a extrêmement préparé. Ça, pour le coup, c'est la compétence des sportifs de haut niveau. On a un objectif et on sait qu'on peut pas y aller au talent. Et même si on a, peut-être une certaine, moi j'aime prendre la parole, donc je sais que j'ai cette, conviction. Par exemple, Eva était moins à l'aise, et ben, on s'est dit: «On va la préparer», exactement comme on s'entraîne, pour préparer une compétition. Donc effectivement, on s'est mis, toutes les 2, on a discuté, quel message on voulait faire passer et pour nous, ben, ça c'est le tips un peu basique du conférencier, mais on fait une visio préparatoire ou un appel où on rencontre le client parce que c'est juste essentiel de savoir quel message il souhaite faire passer, ce jour-là. Sachant que nous, notre objectif dans les conférences, c'est vraiment transmettre les outils des champions pour, que les collaborateurs les utilisent dans leur quotidien pour qu'ils performent à la manière de sportifs de haut niveau. Donc déjà, on a un peu le sujet principal. Mais effectivement, on l'a énormément préparé et parfois, même, dans le «temps de parole» entre guillemets, à savoir: «OK, ben moi je vais plutôt parler de ça, plutôt de ça», donc c'est beaucoup de préparation. Lors de cette, visio de préparation, est-ce que vous arrivez avec vous, votre sujet ou, vos sujets un peu signature? Ou est-ce que vous faites vraiment du sur-mesure en partant des besoins de votre client? Alors c'est un petit peu des 2 parce que du coup à force d'en faire on sait ce qui plaît, on sait ce qui parle et on sait aussi, de quoi on est capable de parler. Mais, on se base surtout sur eux sur ce qu'ils vont vouloir comme sujet parce qu'ils ont des problématiques en fonction du secteur d'activité. Parfois c'est même, pas le secteur, en fonction de leur boutique spécifique, il se passe quelque chose en ce moment et en fait on essaie aussi de prendre, le même vocabulaire
qu'eux pour que ça parle tout de suite aux gens, qu'ils ne sentent pas de distance spéciale entre nous. Donc, on s'adapte au vocabulaire et aussi, en fait, ils ont certains mots aussi parfois qui veulent pas dire la même chose pour eux que pour nous. Par exemple, on avait eu cet exemple de rigueur et de protocole. Eux, ça peut être des mots qui font peur dans certains domaines. Donc, on fait très attention à ça. Et finalement, après, ils nous disent un petit peu les sujets qu'ils choisissent. Nous, on en propose plein. Ils nous disent, en fait, ça nous parle beaucoup parce qu'on a cette problématique. Donc, on va plus creuser sur celle-ci. Mais c'est juste de la préparation et le fait de s'accorder avec le client. Et après, c'est pareil, on s'accorde entre nous parce qu'il y a des messages qui sont plus faciles à faire passer pour Jade parce que c'est son expérience du sujet, d'autres qui sont plus faciles pour moi parce que c'est mon expérience. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'en fait, on est très complémentaires. On a choisi aussi notre point fort, c'est que on utilise l'image du sport dans tous les messages qu'on fait passer. Et on parle du sport, mais en fait, pour parler à n'importe quelle personne qui souhaite passer dans une conférence, l'image parle 1000 fois plus que des mots, on le sait. Et donc, quand nous, on peut aborder des sujets qui peuvent parfois être un peu tabous, on nous demande énormément de parler d'échecs parce que il y a cette croyance que dans le sport, l'échec est plus admis que dans l'entreprise. Et je pense que c'est vrai. On sait, on sait qu'on va échouer beaucoup plus de fois qu'on va gagner. Et ça, le collaborateur, c'est le message principal qu'il veut qu'on fasse passer à ses équipes, quand on parle avec un manager. Et donc, nous, on va pas l'expliquer frontalement, OK, voilà comment on fait pour rebondir après un échec. On va venir expliquer, tiens, venez avec nous, on vous amène dans une compétition qu'on a perdue, on vous emmène dans les émotions qu'on a vécues quand on a échoué, et on vous explique ensuite comment on a fait pour rebondir avec des images vraiment. Et ça, le message passe beaucoup mieux que si on donne un plan d'action frontal un peu trop scolaire. Oui, vous incarnez en fait ce que vous racontez et vous partez vraiment de votre expérience pour créer du lien. Et vous évoquiez tout à l'heure la phase de préparation. Moi, j'ai le sentiment pour accompagner certains conférenciers que cette étape-là, parfois, elle est un petit peu sous-estimée. On se dit, bon, voilà, on a fait une visio, on s'est rencontrés virtuellement, ça va bien se passer. Et là, dans ce que vous évoquiez, c'est quand même ce lien que vous essayez de créer au maximum. Vous allez même jusqu'à adapter votre vocabulaire. Comment est-ce que vous faites pour à la fois pouvoir répondre aux attentes de l'entreprise et adapter votre vocabulaire et vraiment parler aux collaborateurs et en même temps ne pas vous perdre et ne pas se mettre à s'exprimer d'une façon qui n'est pas la vôtre ou alors avoir peut-être des propos ou utiliser des termes qui pourraient vous perdre un petit peu. Comment est-ce que vous faites pour trouver le juste milieu? Alors, on a quand même des sujets de prédilection. Donc ça, je pense que tout conférencier en a. On a des thématiques qu'on aime aborder et qu'on sait que les personnes qui nous écoutent vont aimer. Et donc, l'enjeu de cette visio ou de cette première rencontre, c'est déjà de mettre en place, choisir 2 ou 3 thématiques qu'on va aborder lors de cette conférence. Et ensuite, avec Eva, notre grosse phase de préparation, ça va être effectivement quels sont les outils concrets qu'on va donner pour aborder cette thématique en fonction des problématiques des collaborateurs. Et ensuite, on va construire, nous, on travaille avec une projection d'une présentation un peu un PowerPoint, quoi. Et on va vraiment travailler là-dessus pour avoir un plan qu'on va suivre durant toute notre conférence. Et on va mettre les mots-clés qu'on va aborder durant la prise de parole. Et ça, on va venir l'envoyer 1 semaine ou 2 semaines avant au client pour qu'il valide. Et on lui dit, voilà, vous voyez le fil rouge et voyez s'il y a des termes qui vous parlent pas ou des notions qui vous font un peu peur. Et l'exemple d'Eva était vraiment très bien. J'avais un peu oublié ça, mais c'est vrai qu'il y a un de nos clients ça nous avait surpris, mais effectivement, le mot protocole, lui, c'était non. Donc, on a dû adapter notre terme et travailler ensemble avec Eva pour trouver une autre façon de reformuler. Et en fait, on écrit, quand on fait une conférence, on a des notes et le fait aussi de d'écrire noir sur blanc ce qu'il faut pas qu'on dise ou alors la formulation qu'il faut qu'on utilise pour que ce soit adapté, c'est comme la préparation mentale. Si tu le sors de ton cerveau et que tu l'écris avec ta main, que ce soit sur un carnet ou dans ton téléphone, déjà tu as posé l'intention et ton cerveau il va faire le job tout seul, il va pas le dire, quoi, ou il va le formuler de la bonne façon. Donc ça, c'est un conseil qu'on peut donner à des personnes qui se lancent. Oui, complètement. Et moi, je rajouterais juste que nous, on a ce truc aussi, donc on ne se perd pas parce que, comme tu dis, on a nos thématiques. Mais en fait, on essaie toujours aussi, suite à la première visio avec le manager, par exemple, on essaie toujours de se mettre à la place du collaborateur.
et en fait de se mettre dans sa position au travail. Je prends quelqu'un qui travaille dans un magasin, je sais pas, il a des escaliers. On essaie de se mettre vraiment dans l'environnement, et quand on donne nos exemples par rapport à notre outil dans le sport, on donne aussi un exemple pour qu'ils puissent le mettre en place dans leur quotidien, professionnel ou personnel d'ailleurs. Mais on essaie vraiment de se connecter avec les gens, parce que nous, bah, déjà, on est déjà connectés entre nous. Plus on le prépare, donc on n'a pas de souci, on est connecté avec ce qu'on va transmettre comme message. Et en fait, le fait de se connecter à eux, ben, ça les accroche. Et en fait, ils suivent le fil rouge sans vraiment s'en rendre compte, et ils sont accrochés tout du long. Et on part du principe aussi que on va pas toucher et atteindre la totalité des personnes qui sont en face de nous. C'est pour ça on parle beaucoup de boîte à outils, parce que dans le sport c'est pareil. Malheureusement, il y a pas de recette magique pour gérer son stress ou avoir une médaille olympique. Par contre, on a plein d'outils que nous donne notre prépa mentale, notre prépa physique, notre coach. C'est exactement ce qu'on fait en conférence. On garantit que les gens soient inspirés, motivés, et on leur garantit d'avoir une boîte à outils à disposition. Donc en conférence, on va leur dire, pour gérer par exemple pour le thème la gestion du stress, pour la reprendre, on vous donne plein d'éléments, plein d'outils. Il y a parfois des choses que Eva utilise que moi je valide pas du tout et que j'utilise pas pour moi, et vice versa. Et là, le but c'est que peut-être qu'ils sortiront avec une astuce qu'ils vont mettre en place. Donc voilà, quand on prépare la conférence, on se dit il faut qu'il y ait plusieurs options, plusieurs choix pour que chacun s'y retrouve. Je suis très en phase là encore avec tout ce que vous partagez. Ça soulève aussi plein de questions. Mais c'est vrai que ce que tu disais, Eva, c'est-à-dire essayer d'avoir des exemples à la fois pro et perso, c'est hyper important pour que eux puissent s'identifier, puissent transposer à leur réalité. Et je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais moi je le vois en conférence, les gens retiennent énormément ces exemples-là, et notamment les exemples et les transpositions dans leur vie personnelle. Et des fois, ça m'arrive de les recroiser peut-être un an et demi après, et ils me disent: «Ah bah Marlène, quand il s'est passé ça dans ma vie, du coup, j'ai pensé à vous», et je me dis: «Mais c'est trop marrant», et c'est génial de voir à quel point en fait, bah, ça les aide à mémoriser, et puis on a un petit impact à un moment, dans leur vie, donc ça c'est vraiment cool. Et aussi par rapport à ce que toi tu disais, Jade, je suis complètement en phase sur le côté, on pourra pas toucher tout le monde de la même manière. Donc de donner le maximum en se disant, moi souvent le repère que j'aime bien prendre, c'est de me dire: J'ai envie que chaque personne qui soit présente et du coup qui me donne de son temps, puisse repartir au moins avec 3 conseils.» Et donc je me dis: «Bah, j'en donne une quinzaine, une vingtaine», et sur tout ça, sur ces 15-20 conseils ou outils, bah, j'espère qu'ils pourront en tirer 2-3, et vraiment que ça les marquera et que ça les aidera. Je trouve qu'il y a un challenge qui est à relever aussi, c'est que souvent, celui qui vient signer le contrat de conférence ou apporter, enfin, ou en tout cas, notre interlocuteur dans l'entreprise qui signe notre prestation, c'est une personne qui va proposer notre conférence à tous ses collaborateurs. C'est-à-dire que ceux qui s'assoient dans la salle, ils n'ont pas forcément choisi d'être là. Et donc là, c'est un vrai challenge pour nous d'aller offrir et d'aller convaincre toutes les personnes qui nous écoutent. Donc ça aussi, c'est important de pas que vouloir satisfaire le client, le signataire, mais tous ceux qui sont dans la salle. Et ça, d'ailleurs, c'est une réalité, et c'est quelque chose qui, des fois, dérange un peu, mais il faut quand même se dire que les gens dans la salle, surtout quand on est sur du B2B, qu'on va au sein d'entreprise et qu'on rencontre les collaborateurs, ils ont pas choisi forcément d'être là, et ils nous attendent pas, et c'est OK, et il va falloir composer avec ça. Parfois, chez les jeunes conférenciers ou ceux qui débutent, peuvent avoir le sentiment qu'ils sont attendus, et je pense qu'il faut vraiment accepter, se dire que non, ils ont pas forcément choisi, donc c'est aussi, notre rôle et notre travail de faire en sorte de leur donner envie de nous écouter. Mais moi, je fais vachement la différence aussi entre les conférences qu'on va faire, par exemple, en entreprise, une entreprise qu'on connaît pas, qui est vraiment une entreprise que je peux appeler cliente, par rapport à des entreprises qui sont nos mécènes, des sponsors, et ils nous demandent des interventions où on y va pour rencontrer leurs collaborateurs. Et eux, ils veulent souvent un peu avoir nos backstage dans le sport, comprendre, nous comprendre nous, ils sont là pour nous comprendre, entre guillemets, ils nous aiment beaucoup. Et en fait, quand on part en entreprise, c'est pas du tout la même chose. Ils sont pas là pour nous, et nous, on n'est pas là pour parler de nous finalement. On est là pour parler de nous, illustrer nos propos, parce que le sport de haut niveau, ça peut faire rêver, parce qu'on a des anecdotes qui sont sympas, et effectivement, on retient mieux les anecdotes, mais ils sont pas là pour nous. Donc nous, on n'est pas là pour parler de nous, on est là pour parler d'eux à travers nos yeux, nos conseils. Et c'est pour ça qu'on transpose et qu'on essaie de rentrer dans leur quotidien. Et comme tu dis, quand on leur parle de quelque chose qui touche à leur vie,
tu les recroises 2 ans plus tard, ils s'en rappellent très bien, ils t'en reparlent et c'est pour ça qu'il faut faire vraiment cette distinction, pardon. Quand tu viens pas pour parler de toi, tu viens pour parler aux gens, parler d'eux à travers ton discours et tes conseils pour les toucher. Ouais, c'est ça, c'est que tu es vraiment un moyen de faire passer un message, et leur apporter peut-être des solutions ou en tout cas une réflexion qui est nouvelle. Et d'ailleurs, je veux dire quelque chose qui va peut-être pas plaire à tout le monde, mais on va dire dans le milieu des conférences B2B, on entend beaucoup de choses justement sur les athlètes qui ont des conférences et on entend souvent les mêmes noms qui ressortent, alors soit associés à du positif, soit associés à du moins positif. Et derrière, ce qu'on va retrouver, c'est finalement un petit peu ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'il y a certains athlètes, les clients vont nous dire: «Bah, c'était chouette de l'avoir, lui ou elle, mais en fait, on n'a pas appris grand-chose parce qu'ils n'ont pas leur parcours, c'était inspirant, on n'a pas le sentiment d'avoir appris». Alors qu'il y en a d'autres, qui justement font comme vous, essayent vraiment de comprendre, sont dans cette volonté de transmettre et ça fait vraiment la différence et ce qu'on entend tout le temps. Donc c'est vrai que là, ce que tu apportes comme élément, enfin moi en tout cas, ça me permet de mieux comprendre pourquoi tu as certains athlètes qui viennent en conférence B2B et qui partagent leur histoire et qui finalement peut-être vis-à-vis d'autres publics sont habitués à le faire et que ce soit satisfaisant, mais en B2B, ça l'est pas forcément, quoi. Donc pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, si vous arrivez à avoir ce phénomène, comme tu disais déjà de boule de neige où vous vendez des conférences et que ça se fait tout seul, c'est que vous faites partie de la bonne partie des athlètes. Et je me posais une question aussi en vous écoutant. Comment est-ce que vous arrivez à identifier lorsque vous avez touché votre public et lorsque vous avez vraiment eu un impact? Hormis de la dimension, vraiment business, financière et achat de conférences. Bah alors, franchement, je trouve que ça se ressent, déjà dans le regard et les réactions, en direct des personnes qui nous écoutent. Tu le vois, dans la manière. Il y en a qui prennent des notes, tu en as qui sont connectés à toi, ça se sent tout de suite. Ils ont un sourire, ils t'écoutent, ils hochent de la tête. Enfin, déjà, tu as des réactions comme ça, immédiates qui te permettent, toi aussi, de garder ton fil rouge dans la conférence et de te sentir, à l'aise, légitime, et compétente. Mais c'est surtout dans les moments, les temps d'échange après. Et avec Eva aussi, on met toujours un point d'honneur à dire que nous, notre presta, elle dure, tant de temps, notre conférence dure tant de temps, on reste pour des questions-réponses, mais on essaye toujours de rester après dans un temps informel parce que c'est là où toi, tu arrives à comprendre et à voir l'impact de ce que tu viens de dire dans la tête et le cœur des gens. Et évidemment, c'est là aussi où tu vas échanger et rencontrer plus de monde. Et les premiers retours, très souvent, c'est un message qu'on n'avait pas forcément prévu. On le dit toujours en rendez-vous. Nous, on s'attend bien évidemment à ce que les personnes nous disent: «Oh, super ce tips, j'ai envie d'utiliser cette astuce que tu nous as donnée». Mais le premier retour, c'est: «Oh, c'est génial, j'ai envie de commencer à croire à ce projet. Je suis motivée, je suis inspirée, boostée, j'ai envie de commencer dès demain». En fait, voilà, c'est ça, nous, notre message principal et qu'on adore voir chez nos auditeurs. Et c'est vrai qu'on fait aussi des conférences en visio. Donc en fait, en visio, ça peut être très froid parce qu'en fait, tu as pas les retours, tu ressens pas l'énergie des gens. Ils sont derrière leur écran, des fois, il y a pas de caméra et en fait, je trouve qu'il y a vraiment une différence entre le début de la conférence quand tu arrives, tu vois, tu poses un petit peu le cadre, soit, quelqu'un, introduit ton discours, t'invite sur le plateau, enfin sur le plateau, sur la visio du coup et et au début, tu sens que les gens sont pas réticents, mais ils sont là, quoi. Ils sont là, c'est le début et à la fin, en visio, tu peux mettre des petits pouces, des petits trucs et tout le monde nous envoie plein de choses. Sur la partie de questions-réponses, tu vois aussi tout de suite les gens qui ont accroché parce que tu sens la question qui fait écho à leur quotidien ou ils veulent en savoir plus et c'est pas en savoir plus spécialement sur toi, c'est pas de la curiosité, c'est vraiment, «Tiens, mais comment tu fais ça?» Puis cette question qu'on n'a pas abordée parce que c'était pas dans nos thématiques, comment vous la gérez? Et en fait, après on demande aux clients, de sonder ses collaborateurs pour savoir un petit peu ce qu'ils ont retenu, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé et on veut avoir ces feedbacks et en fait, quand dans ces fameux feedbacks, il y a nos outils dans les choses positives, c'est vrai qu'en plus ils ont pas tous les mêmes, donc c'est encore plus riche et c'est quelque chose qui est indispensable pour nous pour faire évoluer notre conférence ou rester sur ce qu'on dit et après on reprend des notes parce qu'il y a une phase préparatoire à la conférence et il y a la phase, après où on va, justement prendre des notes, dire: ça OK, ça touche une certaine partie du public dans ce secteur, ça marche bien et parfois, même je fais des bons feedbacks, à Jade, je vais
lui dire cette anecdote, je ne la connaissais pas et elle est très bien. Je trouve que ça a bien touché les gens. J'ai observé et on se fait des feedbacks entre nous. Ouais, Donc ça, c'est très important de l'ajouter. C'est que, encore une fois, comme dans le sport, on fait beaucoup de feedback et c'est la force aussi d'être deux parce qu'on n'a pas toujours quelqu'un de très honnête en face de nous en conférence. Quand on est deux, au moins, on peut avoir de vrais retours sur notre prestation. Donc, très intéressant. Et je voulais aussi parler de ce temps de questions-réponses après les conférences par rapport au feedback et à comment tu sais que ça a plu aux gens. Nous, à chaque fois, notre interlocuteur nous dit bon, super le temps de questions-réponses. Bon, voilà, si jamais il n'y a pas de questions, on va peut-être en prévoir une ou deux. Je sais pas pourquoi il y a cette peur du blanc, cette peur qu'il n'y ait pas de questions. À chaque fois, on dit non, mais franchement, vous inquiétez pas. Alors peut-être que c'est le sujet du sport aussi de haut niveau, on sait que c'est différenciant, on sait que les gens veulent en savoir plus et ont toujours des questions. Mais sincèrement, on n'a jamais eu de blanc après notre intervention. Parce qu'on fait du sport, mais aussi parce qu'on on prévoit aussi, nous, des questions à poser à l'auditoire aussi. Parce qu'au moins, on sait que souvent, les gens sont timides et n'ont pas forcément envie de poser des questions. Donc voilà, demander aux clients, préparer 2-3 questions au cas où, ou bien même nous, en tant que conférenciers, ça, c'est autorisé, on a le droit de poser des questions à ceux qui nous écoutent. Puis en général, ça plaît quand on pose des questions parce que ça crée aussi une interaction. Ils se sentent encore plus concernés, donc ça marche assez bien, c'est vrai. Et ça me fait sourire en fait ce que tu évoquais parce que j'ai la même chose avec mes clients. Souvent ils me disent «Oh, mais s'ils posent pas de questions, comment on fait?» Effectivement, on va en prévoir 2-3 au cas où. Et ce qui se passe systématiquement, c'est qu'au bout, moi en général, je propose une demi-heure de questions-réponses après la conférence, et au bout d'une demi-heure, il y a encore des questions et c'est plutôt le client qui dit non, bon ben passe au cocktail et vous pouvez continuer de manière informelle. Mais il y a énormément de questions et je pense que on crée ce phénomène-là quand justement on arrive à créer un vrai lien avec notre public et qu'ils se sentent vraiment concernés par ce qu'on apporte en fait durant notre conférence. Et ça, je crois que tout le monde le fait pas, donc c'est plutôt chouette quand ça arrive. Je voulais aussi revenir sur un sujet que tu avais abordé tout à l'heure, Eva, c'était ce sentiment peut-être d'illégitimité ou dire ce syndrome de l'imposteur que vous pouvez peut-être ressentir. C'est quelque chose que j'entends souvent chez des jeunes conférenciers, notamment quand le public qu'on a en face a peut-être 15, 20, 25 ans de plus que nous. Et il y a une vraie expertise et nous, on arrive là, voilà, avec notre histoire, avec nos outils. Mais parfois, on peut avoir un petit peu peur de leur réaction, pas trop savoir comment gérer. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que toi, tu as pris confiance en toi sur ce sujet? Alors c'est vrai que, je pense que c'est un problème, sociétal, hein, à la base déjà, même en entreprise, quand tu arrives dans une grosse boîte, si tu es jeune, tu as un peu moins de légitimité de parler que des plus anciens. Peut-être même que ça arrive dans certaines entreprises que tu vois que certains jeunes qui viennent d'arriver sont peut-être finalement plus compétents que des gens qui sont là depuis 10 ans parce qu'ils ont une compétence qui est différente, parce qu'ils ont eu des formations différentes et c'est bien d'échanger finalement, mais on a vachement ce truc de hiérarchie, en fait, finalement et et moi, c'est vrai que déjà, j'ai un syndrome de l'imposteur assez naturel. J'ai dû je te rigole, mais en fait, j'ai beaucoup de mal à parler de moi, à parler de mon palmarès. J'ai toujours peur, d'en faire des caisses et donc je me restreins beaucoup et en fait, comment j'ai fait? Je me suis forcée, à force d'en faire, tout simplement. J'y suis allée et par contre, il y a quelque chose que je fais toujours et même en compétition, on me disait, c'est une anecdote qui n'a rien à voir, mais en compétition, par exemple, on me disait: «Ah, tu souris pas beaucoup sur le podium» ou «Avant ton match, tu as l'air hyper sereine, tu jamais l'air stressée». Bien évidemment que je suis stressée et en fait, c'est juste que j'essaie de ne jamais montrer que je suis stressée. Je me conditionne à avoir super confiance en moi, à montrer, je me dis: «Même si toi tu as pas confiance, ils doivent voir de la confiance en toi». Donc j'arrive, sûre de moi, sûre de ce que je dis. Même si je dis une bêtise, je sais que je peux me rattraper, j'aurai toujours un plan B et à force d'en faire et d'avoir des bons retours et même encore assez, «récemment» entre guillemets, je dis ça, c'était en février, mais on avait fait une intervention, une conférence dans une entreprise qui est un de mes mécènes et c'est une entreprise qui travaille dans le bâtiment. Donc pas notre secteur. C'était des dirigeants, donc tu es à une moyenne d'âge peut-être de 50 ans, c'est tous des hommes. Tu te dis: «OK, on est 2 filles, on a 25 ans, on débarque, on va leur expliquer la vie» ou entre guillemets, ce qu'on voudrait, apporter, essayer de faire le parallèle entre le sport et leur vie, pro ou avec leurs collaborateurs et heu et en fait, je me suis pas du tout sentie légitime. Je me suis dit: «Je vais prendre leur vocabulaire, je vais préparer la conférence». Le client avait un peu peur parce qu'on avait prévu plein de slides, mais en fait, nous, on est très dynamique, donc on passe beaucoup, on passe vite, on fait pas 2 slides pour 30 minutes
Et du coup, à force d'en faire, d'avoir des bons retours, tu gagnes en confiance en toi. Tu peux pas te débarquer, je pense, c'est comme dans tout milieu. Si là, on t'emmène faire une séance d'escrime, tu vas pas avoir trop confiance en ce que tu fais, tu vas pas être très bonne et c'est normal. Et en fait, à force de venir, tu prends confiance en toi. La confiance, ça fluctue aussi. Peut-être qu'il y a une période où tu vas pas avoir trop confiance en toi. Tu vas faire une conférence, tu auras un déclic, ça va remonter. Et en fait, il faut juste accepter que rien n'est parfait. Ta conférence, elle est pas parfaite. Toi, t'es pas parfaite, t'es intéressante, mais peut-être que oui, tu vas pas toucher 100% des gens, ça faut l'accepter. Et en fait, t'es légitime si t'as quelque chose d'intéressant à dire. Si toi tu trouves ça intéressant, si les gens trouvent ça intéressant, vas-y, faut y aller. Et puis ce que vous disiez aussi tout à l'heure, c'est finalement, une conférence, c'est quelque chose qui s'affine de par les feedbacks du client, de par vous, les feedbacks de l'une et de l'autre. Et il faut accepter que c'est pas parfait au départ, mais l'objectif, c'est de tendre vers quelque chose qui soit le plus parfait possible. Et pour rebondir aussi, tout à l'heure, tu as parlé de jeunesse. Alors, je sais pas si c'est par l'expérience ou par l'âge proprement parlé, mais moi, j'ai une anecdote, c'est que quand j'ai lancé ma toute première quand j'ai créé mon entreprise de conférence, donc j'avais 19 ans, j'étais allée voir des agences de conférenciers. J'avais l'impression que c'était là où j'allais trouver tous mes clients, alors que pas du tout, zéro pointé. Et il y en a une quand même qui m'a envoyé un mail en me disant je suis désolée, tu es trop jeune. Et je me souviens que c'était mon papa qui m'a dit: «Mais alors ça, je comprends pas, il a toujours été contre ça». Et effectivement, donc tout de suite, ça a animé, je pense, ça a réveillé chez moi un truc du style, en fait: «Mais oui, attends, je suis trop jeune, je peux pas parler devant, des cadres, des dirigeants, des managers», alors que ça ne m'était pas venu à l'esprit du tout. Et puis, rapidement, aussi parce que j'ai un préparateur mental depuis que j'ai 16 ans, donc il y a beaucoup de choses, qui m'ont permis de grandir et de changer au niveau de la gestion de mes émotions. Mais en fait, je me suis dit: «Mais en fait, quand tu rentres ici, les gens avec qui tu as travaillé le savent que tu es jeune». En fait, quand tu entres sur cette scène face à ces gens, au début, je le disais ouvertement, c'est-à-dire que les premiers mots que je disais, c'est: «Bonjour à tous, je suis Jade Maréchal, je me présente. Je ne connais pas votre métier. Mon but maintenant, ça va pas du tout être de vous apprendre, la vie et encore moins votre métier. Par contre, j'ai une expertise dans mon domaine et c'est ce pourquoi je suis là aujourd'hui». Et ça me rendait légitime. Et d'ailleurs, sur la piste, d'escrime, j'avais, au début, il y a quelques années, j'avais pas du tout confiance en moi, mais je sais pas pourquoi sur une scène devant, des milliers de personnes, j'avais confiance en moi. Parce que je me disais: «Là, j'ai mon expertise par rapport aux autres». Et quand on est jeune, par l'âge ou par l'expérience, il faut simplement se demander pourquoi on est là. Et c'est peut-être, les gens, ils vous ont forcément pris pour une, 2 ou plusieurs compétences, et c'est ça que vous allez, aborder en conférence. Donc quand on doute de soi, faut s'introspecter, se demander pourquoi on est là et quelles sont les compétences et quelle est l'expérience qui va pouvoir inspirer les autres. Puis finalement, quelle est notre valeur différenciante? Se dire: justement, on n'est pas pareil, mais c'est aussi ça qui fait notre force. Et là, tu parlais, de préparation mentale. Tout à l'heure, Eva, pardon, tu parlais de comment est-ce que tu as fait pour, justement gagner aussi cette confiance en toi avant d'arriver sur scène. Pour des personnes qui débuteraient dans la conférence et qui peuvent être peut-être un petit peu, anxieuses à l'idée de monter sur scène et devoir faire face à un public, est-ce que vous avez acquis, des méthodes ou des outils pour, pouvoir gérer son stress et asseoir sa confiance en soi avant d'arriver sur scène? On va dire dans la demi-heure ou l'heure qui précède, par Donc là, exemple. tu veux une conférence sur la gestion du stress. Allez, c'est parti. Tu Une veux donner quelques micro-conférence. tips? Non, mais quelques tips. Alors, très simplement, c'est quelque chose qu'on utilise dans le sport aussi, hein, c'est la respiration. Déjà, ça, pour moi, c'est une base. C'est-à-dire que quand tu es stressé, déjà, tu le sens. Faut pas le rejeter. Moi, pendant des années, dans le sport, je me disais: «Le stress, ça ne sert à rien. Ça te gâche ton moment. Tu es moins fort parce que tu es écrasé par le stress». Et en fait, jusqu'à ce que je comprenne déjà que c'était un booster, c'était compliqué parce que, j'étais noyée, je le fuyais, je disais: «Non, non, je suis pas stressée», alors que évidemment que si. Et quand je l'ai accepté, quand tu acceptes quelque chose, déjà, tu acceptes aussi de le gérer. Donc tu passes à la phase numéro 2. Et dans ta phase de gestion, là, on a 1 milliard de tips et qui sont, chacun doit choisir le sien. Moi, je sais que j'utilise beaucoup la respiration parce que j'ai travaillé ça avec quelqu'un, ça m'a parlé. Donc j'ai une appli aussi pour ça, c'est aussi être, calme dans son quotidien, déstressé. Et après, moi, je sais que quand je suis préparée, je suis pas très inquiète. Je me dis que je peux toujours gérer. Donc pour moi, c'est préparation et respiration et acceptation surtout. Je veux dire, même à ta 100e conférence, tu auras toujours un petit stress. Il peut y avoir un imprévu sur ta route qui va te stresser et après, c'est l'effet boule de neige négatif. Donc tu es obligé d'accepter cette phase de stress pour la gérer.
Alors la respiration, ça me parle beaucoup. Moi, j'ai vraiment un tips qui m'aide dans toutes les missions de ma vie, que ce soit sur l'escrime ou dans les conférences. C'est la visualisation. Donc là, c'est pareil, c'est des trucs qui peuvent paraître un peu bateaux, mais il faut l'expérimenter pour savoir que ça fonctionne. Et en fait, j'ai appris que quand tu visualises quelque chose, ton cerveau, il fait pas la différence entre le réel et l'irréel. Et donc, que ce soit la veille d'une compète ou une minute avant d'entrer sur scène, moi, je m'imagine, je ferme mes yeux et je m'imagine sur la première marche du podium, ou si je parle de conférence, je m'imagine à la fin ou à mon dernier mot de conférence et que tout le monde sourit, applaudit et il y a une énergie positive. Et ça, quand je réouvre les yeux, ça s'est pas passé, on est bien d'accord. Mais par contre, mon cerveau, il sait que ça s'est passé au moins une fois, même dans ses rêves, et donc il se sent capable de l'avoir fait. Ce qui fait que quand je monte sur scène, bah, je sais que j'en suis capable. Donc ça, c'est quelque chose d'assez basique et accessible à tous. Imaginez qu'on a déjà réussi avant même d'avoir commencé. Et tout ça, ça aide à gérer l'imprévu. Eva l'a dit, et je pense que c'est très intéressant de le dire. Dans une compétition, rien n'est fait pour vous aider. Quand une compétition sportive, il y a un adversaire, encore plus dans notre sport, qui est face à vous, qui est là pour vous causer tous les problèmes possibles et faire en sorte que vous n'y arrivez pas. Donc, c'est un peu pareil, il y a un parallèle dans la vie qui se fait, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des conférences. Donc, en fait, partez du principe que il y aura des imprévus, il y aura plein de trucs qui vont mal se passer. Donc, venez avec vos lunettes de la positivité et de vous dire je me suis préparée, mon discours il est prêt, je suis compétente, j'arriverai à faire face à tout ce qui va arriver, quoi. Puis c'est vrai que la visualisation, ça nous aide aussi à être vraiment dans une énergie positive. Et je pense qu'une conférence, quand elle fonctionne, c'est parce que donc on arrive à créer ce lien avec notre public. Et du coup, quand on arrive dans une énergie positive, bah forcément, on la véhicule aussi à notre public qui nous la renvoie. Et ça crée quelque chose d'extrêmement positif. Alors que quand on arrive un petit peu stressé, c'est vrai qu'on peut parfois presque s'excuser d'être là. Enfin, moi, en tout cas, c'était ça au démarrage. Et du coup, le lien, il vient, mais il met un petit peu plus de temps à venir, je trouve. On en a parlé tout à l'heure, mais on l'a simplement évoqué. Vous avez donc une conférence en duo, ça fait partie aussi de votre signature. Je suis très curieuse de savoir comment est-ce que l'idée vous est venue et puis, comment est-ce que vous avez fait pour, vraiment créer cette première conférence en duo? Alors, l'idée est venue, l'anecdote est drôle. Donc, je disais, la conférence à 2, elle s'inscrit dans notre formation, qui comprend des conférences en présentiel et une partie de modules online, dans lesquels 10 champions transmettent 10 soft skills, auprès des collaborateurs. Et donc, en fait, au départ, il faut savoir qu'avec Eva, on était, c'est souvent ce que je dis, on était adversaires sur la piste, on s'est rencontrés dans des compétitions. Et puis après, Eva a intégré l'équipe de France, moi je l'ai intégrée beaucoup plus tard. Donc, je suis arrivée dans cette équipe de France, elle était là. Et là, on est devenus amis. Et je me souviens d'une conversation à un aéroport. Eva a une meilleure mémoire que moi, je sais pas du tout où c'était, mais c'était dans un aéroport. Où, tu sais pas? Là, tu m'en demandes beaucoup. Attends, finis ta phrase et peut-être je vais retrouver. OK. Et en fait, je me souviens d'avoir parlé de mes conférences et de dire: «Bah, voilà, j'aimerais faire quelque chose de plus, que c'est un impact sur le long terme», parce qu'une conférence, on va pas se mentir, ça dure 1 heure, ça m'a toujours un peu frustrée ça. Donc je voulais trouver une solution pour que ce soit plus, sur le long terme et qu'il y ait un impact plus durable. Et en fait, de fil en aiguille, on a parlé, j'ai découvert chez Eva des mêmes valeurs professionnelles que les miennes, et ça a été le point de départ de se dire: «OK, on va bosser ensemble», parce que je sens qu'on a des atomes crochus, et je pense que et surtout, je pense qu'on a des mêmes valeurs et qu'on partage les mêmes choses. Et je pense que pour moi, pour faire une bonne conférence en duo, on peut pas le faire avec un inconnu, et c'est ce qui fait que la mayonnaise prend et que la recette fonctionne toutes les deux. C'est parce qu'on s'apprécie énormément et que on se connaît, et forcément, sur scène, ça se répercute, je pense. J'ai pas retrouvé l'aéroport, mais je vais arrêter de bloquer dessus. Mais ouais, je suis complètement d'accord avec Jade sur le fait que moi, j'ai pas fait de conférence en duo avec d'autres personnes et j'ai du mal à m'imaginer le faire parce que je trouve qu'effectivement, soit il faut très bien connaître la personne, c'est-à-dire qu'avec Jade, il suffit qu'on se regarde, déjà on comprend parce qu'il faut aussi se partager le temps de parole. Il faut aussi des fois, peut y avoir des petits blancs, j'imagine, quand on connaît pas la personne. Faut réagir, faut interagir, faut que ce soit dynamique. Et en fait, quand on connaît la personne, c'est très simple, je trouve. Quand on ne connaît pas la personne, je pense qu'en fait, c'est tout à fait possible, mais il faut une grosse phase de préparation et il faut être OK pour se mettre des codes
pour faire comme si on se connaissait. Parce que moi, Jade, je vais regarder mon poignet, elle va comprendre que, je sais pas, elle parle trop, qu'on n'a plus le temps parce que ça simule une montre. Enfin, des fois, ça vient comme ça, mais on se connaît. Alors que quand on est avec quelqu'un qu'on connaît pas, je pense que c'est juste une phase préparatoire qui est plus longue. Et indéniablement, il faut aussi qu'il y ait une petite connexion entre les gens. On a des gens avec qui on connecte très facilement, d'autres personnes avec qui, on ne sait pas pourquoi, ça passe pas trop. Et si on veut se lancer dans une conférence en duo, si on n'a pas le choix de le faire avec une personne qu'on connaît pas, ok, on la prépare, c'est comme tout, on accepte le challenge, mais on sait que ça va pas être facile. Par contre, si on a le choix de la personne, faut bien choisir et prendre quelqu'un avec qui on est connecté, c'est très important pour moi. Et du coup, pour ceux qui nous écoutent mais qui ne voient pas cet épisode, moi, il y a quelque chose que j'ai remarqué du coup depuis tout à l'heure et qui me fait sourire, c'est de voir que à peine l'une va terminer son propos que l'autre est déjà en train de lever son micro. Donc on voit bien qu'il y a cette synchronicité qui est là et que vous connaissez bien et que ça se fait naturellement parce que vous regardez même pas et ça donne le sentiment que vous savez quand l'autre va terminer son propos. C'est exactement ça. Alors, ça n'empêche pas que, même si on se connaissait très bien, les premières conférences, on a construit un peu artificiellement aussi des temps de parole. On s'est divisé nos thématiques et nos réponses qu'on aimait aborder. C'est-à-dire que il y a des sujets que moi, je sais que je maîtrise et que j'aime aborder. D'autres, je sais que c'est Eva la pro. Donc, quand des personnes nous posent des questions, on sait automatiquement qui va répondre. Parce que c'est déjà, même si les questions ne sont jamais les mêmes, les sujets le sont, on va dire. Et donc, on sait qui va répondre à quoi. Et durant la prise de parole, au début, dans nos conférences, quand on préparait, on écrivait et on savait, on avait des couleurs, Eva, c'est en bleu, Jade, c'est en rouge. On avait, je vais parler un peu d'exposé à l'école, ça ressemblait à ça, les premières. Parce qu'à un moment donné, il faut bien se coordonner, savoir ce qu'on va dire, etc. Aujourd'hui, encore une fois, on parle plus de sujets. Voilà, donc il y a, si on passe à la thématique prise de risque et qu'on passe sur la slide oser, par exemple, on sait qui va l'aborder. Et on a une très bonne notion aussi de savoir s'arrêter. Ça, c'est moi qui ai dû faire beaucoup d'efforts là-dessus. Mais je sais que je dois finir mes phrases pour laisser à Eva l'opportunité de parler d'une anecdote ou d'ajouter un message. Et ça, on se laisse toujours l'opportunité de le faire et la place de le faire parce que là où la conférence est magnifique, c'est quand soudain, alors qu'on ne l'avait pas prévu, tiens, on a cette idée, ce souvenir et il faut qu'on le dise. Donc, on fait l'effort d'arrêter nos phrases et de ne pas faire des voilà, non, on arrête. Et si l'autre n'a rien à dire, on passe à l'idée suivante. Ce qui fait la force d'une conférence en duo, c'est quand c'est vraiment naturel et qu'on rebondit sur les propos de l'autre et qu'on a l'anecdote qui nous vient, qu'on n'avait pas du tout anticipé, mais parce que quelqu'un réagit dans le public ou parce qu'il l'a abordé de manière un petit peu différente, ça nous fait penser à ça. Et effectivement, l'une des difficultés, c'est ça, c'est de se dire, est-ce que je le dis ou je le dis pas ? Est-ce que j'ai la place pour le dire ? Est-ce que je vais pas lui couper la parole ? Est-ce que ça va pas casser son rythme ? Parce que peut-être qu'il a envie de dire autre chose, ou peut-être que lui ou elle a des anecdotes à partager. Et ça, c'est super compliqué. T'abordais tout à l'heure, Eva, tu disais, par exemple, si je regarde mon poignet, ça peut vouloir dire que on n'a plus le temps ou que tu prends trop de temps. Est-ce que vous aviez identifié comme ça certains codes, toutes les deux en amont ? Ah oui, on a plein de codes et on a des codes aussi qui parfois ne fonctionnent pas parce qu'on l'a pas prévu. Donc par exemple, moi je repense à ce coup-là où justement j'essaie de faire comprendre à Jade que fallait quand même un peu qu'on accélère parce qu'elle avait pas l'heure, moi je l'avais. Okay. Et il y a plusieurs codes qui n'ont pas fonctionné avant que le code fonctionne et c'est pas grave parce que on s'adapte. En fait, c'est pas un souci, on parlera moins sur la slide suivante. Enfin, aussi on a ce truc où rien ne nous fait peur, on sait qu'on peut s'adapter et tant qu'on se montre sûr de nous, les gens ne comprennent pas qu'il y a un petit couac. Et après, alors en visio, très facile parce qu'on est à côté, quand on est à côté, parce que c'est pas toujours le cas. Si on n'est pas à côté, évidemment, on s'envoie un message. Si on est à côté, on fait juste ça. On se touche pour dire tiens, tu vas donc parler. Tu touches sa jambe, voilà, ok. Quand on a une question, si je fais ça, c'est allez, prends le sujet et inversement. Ou alors, c'est aussi quand l'autre parle un peu trop longtemps, on fait ça, genre je peux parler, je vais dire quelque chose, faut que tu finisses ta phrase correctement pour que je puisse enchaîner. Donc par le contact physique. Par le contact. En visio, c'est facile parce que on peut se cacher, parce que si on fait ça dans nos vraies conférences, ça peut faire un peu bizarre. Et après, c'est là que c'est justement intéressant de faire avec quelqu'un que tu connais, parce que même si on regarde la salle, évidemment, quand on parle, il y a un moment où on va tourner notre tête et le regard nous fait comprendre je vais passer à la suite ou j'ai envie de dire quelque chose, je vais rajouter pour finir ta phrase correctement et laisser la place à l'autre finalement.
Et puis, je pense qu'il y a, même si par exemple, très factuellement, on sait que c'est à l'autre, de s'exprimer. Donc on sait que c'est au tour de, par exemple, de Eva d'aborder le sujet parce que c'est sa slide et que, je sais pas, Eva, n'a plus l'idée en tête ou qu'elle sait plus quoi dire ou qu'elle est un petit peu déstabilisée, j'en sais rien. Et ben là, il y a un truc très simple, c'est, bon bah là, on va parler, elle lit le titre, c'est écrit, tiens, on va parler de la gestion du stress. Bah tiens, peut-être que Jade, tu peux commencer à parler de comment toi tu vis le stress et tout. Il y a cet avantage d'être deux où, si toi tu as un trou, que tu te sens pas bien ou que tu sais plus ce que tu dois dire, tu peux très bien, de manière discrète et à la fois dynamique finalement, parce que tu donnes la parole à quelqu'un, c'est très chouette, ben, faire cette astuce pour transmettre la parole à l'autre. C'est vrai que c'est un truc qu'on faisait pas au début et en plus, très scolairement, comme un exposé, on se divisait un petit peu une slide sur deux pour que ce soit dynamique et bon, c'est toujours relativement ce qu'on fait, mais avec plus de liberté. Et je me rappelle au tout début, Jade s'était un peu emballée. Elle avait fait la slide qui était la mienne, mais je pouvais pas la couper. Et je m'étais dit: «Merde, on va devoir échanger toutes les slides parce que là, elle va croire que c'est à moi après alors que c'est à elle». Je commençais à monter un peu la tête pendant qu'elle parlait. C'est quand c'était un peu scolaire. Ouais, c'était scolaire complètement, mais on se dit vu que, on n'est pas non plus même si on est 2 et qu'on se connaît, on n'est pas dans la tête de l'autre. Donc est-ce que l'autre, là, elle a pas compris que c'était ma slide, donc est-ce qu'après elle a compris que c'était la sienne? Est-ce que du coup ça lui en fait enchaîner 3? Est-ce que et finalement après on a fait cette astuce tout naturellement pour essayer de revenir dans le bon sens quand on sent qu'il y en a une qui s'est un petit peu emballée ou alors je vais surenchérir avec une anecdote à moi et donc elle peut récupérer derrière sa slide pour que ça reste dynamique. Il n'y en ait pas qu'une qui parle pendant 10 minutes. Mais après, en fait, je pense que c'est à force d'expérience, tu as plus de liberté, tu t'adaptes plus facilement. Donc au début, il faut être un petit peu scolaire et après, l'expérience fait que ça fonctionne. Et si vous deviez donner 3 conseils à quelqu'un qui a envie de se lancer dans la conférence en duo, ce serait quoi les 3 conseils que vous donneriez? Moi, déjà, le premier, si il souhaite se lancer, c'est-à-dire que c'est son choix et qu'il veut trouver quelqu'un, pour le faire, je conseille déjà dans un premier temps, quelqu'un qu'il connaît ou quelqu'un avec qui ça match énormément. Comme pour choisir son associé en entreprise. Il faut que vous soyez complémentaires. Si vous avez les mêmes choses à dire, heu, des fois, c'est pas super intéressant. C'est bien d'être très complémentaires, donc il faut accepter la différence de l'autre et prendre quelqu'un que tu trouves intéressant. Si toi, tu le trouves intéressant et qui t'apprend quelque chose et qui a un effet boomerang entre vous, c'est facile de créer cet effet boomerang avec le reste de la salle. Deuxième astuce, je parlerais, c'est un peu bateau encore une fois, mais la communication, en fait, quand tu es honnête avec toi-même, déjà c'est pas facile, ça te fait avancer, mais quand tu es honnête avec, celui avec qui tu as partagé la scène, bah, ça c'est en fait, ça n'a pas de prix de dire à Eva: «Bah, écoute, non mais là je me sens pas d'aborder ça, là je me sens» ou parfois, «Là en fait, j'ai envie de prendre le lead sur ce sujet-là parce que je sais que je vais le bien le dire». S'il y a pas de communication, ça peut juste ne pas fonctionner, et même être honnête sur, je me souviens que ça nous est arrivé de nous dire, «Je t'ai senti un peu tendue là» ou «Je t'ai senti pas libérée» ou au contraire cette fameuse conférence, chez ton partenaire, je me vois dire à Eva, «Mais tu étais trop dans ton élément». Enfin, je sais pas, j'ai senti ce mood, de bonne communication, de bonne aura. C'est important de lui dire aussi parce que c'est la preuve, ça l'a peut-être marqué de se dire: «Tiens, là, je me suis sentie bien, donc je sais que j'en suis capable et je peux m'y replonger, pour la prochaine conférence». Donc voilà, la communication, c'est le maître mot dans un couple, dans une relation amicale et encore plus, dans une relation professionnelle. Oui et puis c'est, enfin tu l'évoquais un petit peu tout à l'heure, quand on est conférencier, la plupart du temps on fait des conférences seuls, c'est un métier dans lequel on est énormément seul, c'est pas facile d'avoir des personnes qui vont nous faire un feedback honnête, donc là c'est aussi une force que vous avez quand il y a une bonne communication de vraiment pouvoir avoir des feedbacks authentiques qui vous permettent, de faire évoluer dans la bonne direction votre conférence. Et troisième astuce, même si on se connaît bien, à chaque fois, on a quand même une phase de préparation. Je trouve qu'elle est moins grosse au fil du temps et ça dépend des sujets parce que si on va complètement changer, si c'est un nouveau client, en fait, on peut avoir des conférences qui sont récurrentes chez certains clients avec des sujets assez récurrents. C'est assez calibré. Bon, on reprépare un petit coup, mais ça va. Mais quand on attaque quelque chose de nouveau, il y a une phase de préparation qui est importante et qui est indispensable. Je suis désolée, ça prend du temps. C'est un peu élémentaire, c'est un peu bateau de le dire aussi, mais je trouve que cette phase de préparation, même si on est 2, même si on se comprend bien, même si on est très connectés, même si je connais sa vie par cœur parce qu'en plus de ça, on est amis,
malgré tout, je ne suis pas dans sa tête. Je ne suis pas dans sa tête ce jour-là non plus, parce que ce jour-là, il peut se passer quelque chose. Je ne suis pas au courant et finalement, elle n'est pas très bien sur certains sujets ou elle n'est pas très bien tout court. Donc, je dois amener une autre dynamique et ça se prépare. Tout ça, ça se prépare. Qui va dire quoi, quand, être prêt à se faire des signaux. Nous, on se connaît, mais on peut en développer des nouveaux. Hein, ça, on n'est pas fermé. Mais c'est important de préparer et c'est indispensable. Et ça vaut pour les conférences en duo comme pour les conférences en solo. Vraiment préparer, c'est essentiel. Et si je peux rajouter une 4e anecdote, un tip, c'est là, Eva va dire, ça c'est très Jade Maréchal, on avait dit 3, mais donc en fait j'aimerais bien dire, et ça vaut pour le duo, mais moi j'ai découvert ce tips depuis que je fais des conférences seule, j'essaye toujours de trouver le soleil de ma conférence. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a toujours une personne au moins dans la salle qui est ton soleil, c'est-à-dire que c'est cette personne qui est en face de toi, qui a pris un petit carnet, qui note et qui a un sourire et qui hoche la tête à chaque fois que tu dis un truc. Bah ça c'est génial parce que ça contraste avec celui qui fait un petit dodo ou celui qui est complètement qui est pas embarqué avec toi dans ton message, parce que quand tu fais des conférences à des centaines de personnes, encore une fois tu peux pas embarquer les 100. Donc faut s'accrocher à cette personne-là et tu as le droit de la regarder aussi souvent que tu veux parce qu'elle visiblement elle apprécie, et donc ça te permet de te sentir plus à l'aise quand tu es en train de douter. Donc trouver le petit soleil de la conférence à chaque fois. Ah, j'adore ce conseil. Bon, on est parti en 4e. Est-ce qu'il y a un 5e tips ou... Non, mais en fait, il y en a plein, mais il faut qu'on s'arrête. En fait, il faut un peu nous cadrer des fois parce que c'est pareil en conférence. C'est aussi pour ça que je fais des petits signaux sur l'heure, parce que sur le même sujet, on peut dériver beaucoup. On a plein d'anecdotes. Donc, non, on va essayer de se cadrer pour aujourd'hui. Et bah, du coup, on passe à la suite. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais vous présenter donc un certain nombre de cartes. Sur chaque carte, vous voyez, il y a alors, j'allais dire escrime, pas du tout. Sur chaque carte, papa, voilà le lapsus. Donc, je vais vous présenter des cartes. Sur chaque carte, donc, vous pouvez lire exprime. Et de l'autre côté, il y a une phrase qui est indiquée. Ce que je vais vous demander, c'est de choisir une carte, chacune, de lire la phrase et de nous dire si, selon vous, c'est vrai ou c'est faux et nous expliquer pourquoi. Et on va le faire à 2 reprises. Je vous laisse commencer. Hop, Jade, si tu veux déjà piocher ta carte. Faut que je réfléchisse un peu. Bah tiens, Eva, parle-nous de ta carte. Alors, moi ce n'est pas un métier conférencier. Alors, moi personnellement, j'ai jamais entendu ça. Soit c'est parce qu'on n'a jamais osé me le dire, soit je sais pas. Pour moi, c'est complètement un métier. Après, nous, c'est une double casquette. C'est vrai que nous, on a du mal à s'en contenter que d'une. C'est comme, c'est pas un métier d'être athlète. C'est vrai, on n'a pas de salaire, ceci dit, donc c'est peut-être pas un métier. Mais moi, je trouve que c'est un vrai métier parce que c'est un vrai exercice. Il y a une vraie préparation. On transmet des messages, on est important pour certaines personnes. Et pour moi, c'est complètement un métier parce qu'en fait, on pourrait ne faire que ça. C'est vrai que c'est pas ce qu'on fait parce qu'on aime bien faire plein de choses. Mais le métier de conférencier, déjà, c'est pas quelque chose de facile. J'ai pas envie d'apeurer les auditeurs, mais c'est pas quelque chose, on claque des doigts et on est tout de suite conférencier. C'est quelque chose qui s'apprend et c'est quelque chose qui est important, en fait, qui impacte les gens. Et dès l'instant où on a de l'impact, pour moi, on fait quelque chose, on fait un métier. Merci. Alors, les conférenciers sont des divas. Pour moi, ça dépend qui. Voilà, ce sera ma réponse. En fait, si par diva, tu entends des contraintes un peu logistiques que parfois, en fait, les clients ils nous demandent de quoi avez-vous besoin sur scène, plutôt un micro main, un micro un micro oreillette, est-ce que c'est une petite table, hein, voilà. En fait, ça, ce sont des conditions de la performance. Et ça, dans l'escrime, c'est pareil. J'ai besoin d'avoir mon fleuret, j'ai besoin d'avoir telle marque de boisson d'effort parce que je sais que c'est comme ça que je l'assimile bien. Si ça, c'est être une diva, oui. Mais en fait, selon moi, c'est juste se connaître et connaître les conditions de la performance. Par contre, il faut savoir s'adapter. Donc, une diva qui s'adapte, voilà, si nous, ça nous arrivait de faire des conférences où il n'y avait même pas de scène, il y avait même pas de scène surélevée, donc il faut faire s'adapter, donc bouger bien sur la scène pour que tout le monde nous voit. Il y a des fois où on n'avait pas de micro. Bon, voilà, ça, c'est pour moi un bon conférencier. C'est comme toute profession, c'est savoir faire son métier dans n'importe quelles conditions. Donc s'adapter. Je vous laisse piocher une seconde carte. Tu commences toujours, toi. Tiens, non, je la repose. Ah, je donne-la moi, donne-la moi. Jade, je te laisse commencer cette fois. Allez. Quand tu es sportif de haut niveau, tu as juste à raconter ton parcours et ça suffit pour en faire une conférence. Eh bien là, c'est super faux.
parce que c'est exactement ce que tu disais au tout début. On différencie de la conférence de la table ronde, de l'interview ou de la prise de parole. Ça, c'est ce que font tous les athlètes. À un moment donné, ils vont être confrontés à ça avec leurs partenaires, leurs sponsors. Ça fait partie de la première contrepartie facile où tu viens et tu racontes ta vie. Je dis pas que c'est pas bien. Au contraire, c'est génial de transmettre ces valeurs du sport et d'expliquer comment ça se passe dans le quotidien. Mais on peut pas dire que c'est une conférence, parce qu'une conférence, tu as un vrai travail et surtout, tu as un vrai message que tu souhaites faire passer et ça demande une certaine préparation. Donc pour moi, non, ça suffit pas. Alors moi, j'ai quelque chose qui ressemble un petit peu, c'est les athlètes qui ont une conférence racontent tous la même chose. Heu, J'espère que c'est faux. Honnêtement, j'espère que c'est faux. Après, j'ai pas assisté à toutes les conférences de tous les athlètes. Après, moi, c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne, donc même des podcasts où des athlètes racontent leur vie, j'aime beaucoup. Donc c'est vrai que ça me touche peut-être moins. Mais je pense que comme dit Jade, en fait, quand tu fais que raconter tes expériences, même si alors elles sont toutes différentes parce qu'on a tous notre vécu, notre sport, on est différents. Pour moi, ça reste très important de comprendre ton auditoire, de comprendre les personnes que tu as en face de toi et d'adapter ton vocabulaire et d'aller chercher, quelque chose chez eux, de leur parler d'eux finalement. Donc pour moi, si tu dis toujours la même chose en tant qu'athlète, c'est que tu as toujours le même auditoire. Donc logiquement, soit tu vas toujours chez les mêmes, soit ce n'est pas possible. Donc je pense qu'on peut pas tous raconter la même chose. Après, c'est sûr qu'on a des thématiques liées au sport qui font qu'on a relativement les mêmes thématiques. Enfin, c'est aussi ce qu'on attend de nous. Finalement, moi, je sais que les clients, ils nous demandent souvent la gestion du stress, la gestion de l'échec, parce que c'est quelque chose qu'on se dit, ben, les athlètes le gèrent super bien. On veut absolument ces conseils. Alors effectivement, si vous nous demandez les mêmes notions, on aura des outils qui vont se ressembler. On va peut-être tomber parfois sur les mêmes, mais ça dépend du choix de la conférence et des thématiques abordées, je pense aussi. Et si je peux parler un peu de nous pour le coup, là où on va faire la différence pour le coup, c'est que comme on est un duo sur scène, très souvent on met en avant nos deux vies complètement différentes. C'est ce que je dis souvent aussi. Mais Eva a fait les jeux, pas moi. Moi j'ai été blessée pendant 1 an, Eva elle a pas connu ça. On vient de vies complètement différentes, des cultures différentes. Donc c'est ça qui est génial, c'est que quand tu as deux conférenciers, généralement tu as deux réponses différentes à chaque fois, deux manières de voir les choses. Donc pour le coup on raconte pas du tout la même chose. Et on est escrimeuse et on commence toujours nos conférences par parler un peu de notre sport. On dit que ça fait souvent chauffer la salle un peu parce que on va leur demander voilà combien il y a d'armes à l'escrime, quelles sont les règles basiques et voilà c'est toujours notre petite intro qui permet de aussi faire un élément de différenciant et de marquer les esprits. Puis ce que je rajouterais juste, c'est que nous-mêmes, on fait pas 2 fois la même conférence. Donc je vois pas comment on peut réussir à faire la même conférence que les autres alors que nous-mêmes, franchement, on fait pas 2 fois la même conférence. Donc mais après, encore une fois, j'ai pas assisté à beaucoup de conférences d'athlètes. Peut-être, comme tu le disais au début, qu'il y avait un petit peu peut-être 2 catégories. Peut-être qu'il y en a qui racontent relativement, les mêmes choses et je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je vois pas comment c'est possible étant donné que nous-mêmes, on n'en fait pas de pareil. Merci beaucoup pour ces réponses. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on clôture cet épisode? Je vois Eva qui tourne la tête Je la vers connais. Jade. Non, moi, c'est un message qui est pas forcément le sujet de ce podcast peut-être, mais moi, j'invite tout le monde à s'inspirer des sportifs de haut niveau, que ce soit OK dans une conférence, c'est un super format, mais en lisant, en écoutant, en regardant la vie et ce qu'ont à raconter les athlètes. Parce que oui, on a un quotidien qui est vraiment atypique et on vit des émotions, des montagnes russes d'émotions tous les jours, peut-être plus que quelqu'un qui ne fait pas de sport de haut niveau. Donc même moi, je lis des autobiographies d'athlètes, je regarde et on écoute toutes les deux des podcasts d'athlètes. Je pense que c'est une super source d'inspiration. Allez, je vais rajouter quelque chose quand même. Donc déjà, merci beaucoup pour cette invitation. C'était vraiment super et c'est encore un exercice qu'on aime beaucoup faire à deux. Mais moi, ce que je rajouterais par rapport à Jade, déjà merci Jade également d'être là et d'être à mes côtés au quotidien parce qu'en fait, pour moi, si je peux donner un conseil aussi, encore une fois, aux gens qui nous écoutent, c'est vraiment, Jade parlait tout à l'heure d'une personne soleil dans le public, mais c'est bien d'avoir une personne soleil dans sa vie également. C'est cette personne à qui tu peux tout dire, avoir un feedback honnête. Quand la personne sent qu'il faut plutôt aller dans ton sens, elle va également dans ton sens. Et cette personne à qui on peut se confier de A à Z, avec qui on peut avancer, c'est quelqu'un qui nous fait avancer et à qui on peut tout dire. Donc en fait, quand on reconnaît ces 2 éléments, on reconnaît tout de suite cette personne et c'est important, je trouve. Enfin, moi perso, je pourrais pas m'en passer, je pense, d'avoir cette personne avec qui
tout est facile finalement. On a l'impression d'avancer et de grandir au quotidien. Petit déclat. Ouais. Un petit déclat. Merci. Merci à toutes les deux d'avoir participé à cet épisode du podcast Exprime. Merci pour vos témoignages, pour tous vos conseils. Ça a été hyper riche. J'espère que ça va donner envie à d'autres d'expérimenter la conférence en duo. En tout cas, vous l'avez bien expliqué avec ses avantages et ses difficultés. Et pour celles et ceux qui nous ont écoutés, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez rejoindre l'aventure Exprime sur Insta via le compte exprime_conférence. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, ça va nous donner plein de force et plein d'énergie pour continuer cette belle aventure. Jade, Eva, merci encore. Et pour ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent, je vous dis au mois prochain avec une nouvelle invitée. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme favorite et à suivre le podcast sur notre page Instagram. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.